Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Il y a évidemment 1000 raisons de ne pas être transparent, sinon il n'y a pas autant de boîtes qui fonctionneraient, on va dire, de manière lambda, normale. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Déborah, comment vas-tu ? Hello Alexis, ça va très bien et toi ? Eh ben, ça va très bien. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On le disait un peu avant et j'espère que ça va pas te mettre mal à l'aise, mais tu as été demandé, tu as été tellement demandé, Déborah, et tu es là, épisode 75-76 dans ces eaux-là. Et je suis ravi, moi, de t'avoir sur cette discussion, sur cet épisode, sur un sujet qui va être vraiment très intéressant. Mais avant de rentrer dans le sujet dont vous connaissez les contours parce que vous avez lancé l'épisode, donc vous avez lu le titre, et peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ainsi que l'entreprise dans laquelle tu es actuellement ? Tout à fait. Donc moi c'est Déborah Ripoll, je suis People Lead chez Zephyr. On est une start-up dans l'immobilier. On essaie d'améliorer la manière dont les gens vendent et achètent des biens immobiliers. Une opération hyper importante dans la vie de chacun, qu'on essaie de rendre moins stressante et qu'on essaie de simplifier. Il se trouve que du coup, en tant que People Lead, moi je gère plutôt la partie donc, People et Talent chez Zephyr. On est une boîte qui a aujourd'hui 70 personnes. On a eu une forte croissance et comme beaucoup de boîtes aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilisation de l'effectif, mais plein de choses hyper intéressantes à faire au niveau culture. Il se trouve que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et sur lequel j'ai eu l'occasion de pas mal bosser dans mes boîtes précédentes, puisque donc avant Zephyr, j'ai fait un petit break, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai repris mes études, j'ai fait un master en droit social et j'ai eu un bébé et je me suis mise à mon compte sur les sujets RH auprès de diverses startups. C'était forte de mon expérience chez Alan pendant 3 ans. Du coup, je suis arrivée en talent chez Alan, première talent quand on était donc 14 personnes et quand je suis partie, on était environ 300. Je suis restée 3 ans chez Alan. Une expérience évidemment hyper enrichissante, participer à la construction d'une boîte de manière générale, mais du coup une boîte aussi particulière qu'Alan et en ayant choisi pas mal de routes différentes. Donc ça nous a donné des opportunités d'explorer qui étaient très chouettes et pour moi évidemment d'apprendre beaucoup. Avant Alan, j'avais bossé pour une autre entreprise qui est aussi très innovante, qui a poussé pas mal de codes, notamment People, RH, culture, etc., qui s'appelle Buffer, où je suis arrivée pareil en première personne en talent. D'ailleurs à l'époque, du coup je m'appelais, le titre c'était Culture Scout, parce qu'on était une boîte qui mettait tellement l'accent sur la culture qu'on avait un peu inventé ce terme que j'ai retrouvé d'ailleurs après plusieurs fois, qui était l'idée qu'on allait chercher plutôt des personnes avec un alignement ou une contribution culturelle forte. Donc en tant que culture scout chez Buffer pendant 3 ans, c'est une boîte donc en full remote, très transparente, etc. On en parlera. J'ai eu aussi beaucoup l'occasion d'apprendre. Et avant ça, j'ai fait un passage chez WeWork, où j'étais pas en RH en fait, parce qu'à la base j'ai un background RH, mais j'ai aussi fait pas mal de choses en dehors de ça sur des postes plutôt généralistes, dans une boîte qui s'appelle Startup Weekend également, où j'étais directrice Europe. Donc j'ai eu l'occasion d'être sur des zones non RH, ce qui m'aide aussi beaucoup au quotidien aujourd'hui. Voilà. Et alors, vous savez comment on prépare les épisodes, donc on se rencontre avant avec Déborah, on échange, on se dit de quoi est-ce qu'on va parler, et en fait, on a vraiment décidé de trouver un sujet qui est suffisamment, on va dire, rare,
pour que ça soit intéressant de l'aborder, parce qu'on a aussi abordé beaucoup de choses dans ce podcast, et aussi quelque chose qui tient au cœur de Déborah et qui, moi, me passionne. Donc, je suis ravi de découvrir ce sujet en même temps que vous. Donc, vous l'avez compris, on va rester dans le sillon de la culture et de l'innovation RH, et on va aborder le sujet de la transparence et la particularité du build in public qui fait partie de la transparence. On est parti ? Allez. Alors, on va commencer par le commencement. La transparence, c'est un terme qu'on comprend assez bien. Je pense que n'importe qui a vu passer une news comme quoi telle boîte, potentiellement Alan d'ailleurs, au Buffer, pratique la transparence des salaires, ce qui fait que tout le monde sait ce que tout le monde gagne, etc., etc., par exemple. Donc, on voit assez bien la manifestation. Moi, j'aimerais bien que tu commences par m'en donner les contours au sens de qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une valeur ? Est-ce que c'est un élément de culture? Est-ce que c'est un leadership principle, c'est-à-dire donc quelque chose qui est une règle de vie à bord auquel tout le monde est censé, entre guillemets, pas prêter allégeance, mais on va dire suivre. Et d'autre part, pourquoi est-ce que la transparence, c'est un truc? On pourrait légitimement se poser la question de ok, on fait de la transparence, on pourrait ne pas être transparent et être opaque. À un moment donné, il y a des entreprises qui ont décidé d'être transparents. Quelle est la raison d'être de ce genre de choses? C'est une très bonne question. J'aime bien l'angle de est-ce que c'est plutôt un élément culturel ou un leadership principal ou une valeur, par exemple. Je pense que pour moi, c'est les deux, dans le sens, c'est une valeur, c'est-à-dire qu'il faut que les parties prenantes, les salariés, les fondateurs, etc., valorisent la transparence pour que ça soit mis en action ensuite. Donc, pour moi, pour que ça soit valide, il faut absolument que ça soit dans les valeurs. Pour autant, c'est aussi un leadership principle au sens de une règle à respecter au quotidien. Sinon, pour le coup, ça ne vit pas. Donc pour exemplifier un peu le truc, si la transparence, c'est pas une règle, et donc chez Buffer, par exemple, on appelait ça la transparence radicale, on disait transparency by default. Donc en gros, on partait du principe que tout était transparent et que si quelque chose devait ne pas être transparent, il fallait trouver une justification au fait que ça ne soit pas transparent et pas l'inverse. Et donc ça devient vraiment une règle. C'est-à-dire que si tu es en train de monter un projet ou d'avoir une discussion, ou prendre une décision qui va être impactante pour la boîte ou non d'ailleurs, eh ben, tu fais le choix et tu appliques la règle qui est que ça va être fait en transparence. Donc effectivement, pour moi, c'est les deux. Il y a évidemment 1000 raisons de ne pas être transparent, sinon il n'y a pas autant de boîtes qui fonctionneraient, on va dire, de manière lambda, normale, et on va dire en non-transparence. Après, c'est vrai que il n'y a pas transparent et non transparent aussi. Il y a des boîtes qui, sans avoir forcément vocation à être 100% transparentes, ont pour autant une attitude aussi très saine. Je pense qu'on peut être sain dans le fonctionnement avec ses salariés sans être forcément hyper orienté transparence. Aujourd'hui, en ayant maintenant bossé depuis très longtemps que dans des boîtes qui ont poussé la transparence plutôt à l'extrême, une attitude un petit peu extrémiste à la transparence, je pourrais difficilement faire autrement. Honnêtement, pour moi, il y a des avantages énormes à la transparence. Le fait de construire la confiance en interne, c'est qui est hyper important. En étant transparent avec les salariés et potentiellement même les clients d'ailleurs. C'était le cas chez Buffer notamment en particulier. On a essayé d'avoir une énorme transparence avec nos clients sur les tarifs, etc. C'était hyper clean. On construit confiance, crédibilité, et pour moi, c'est essentiel à long terme. Et du coup, c'est tant qu'on est sur ce point-là, qu'est-ce que tu vois comme, notamment parce que tu as pratiqué beaucoup, comme panel ou palette d'avantages plus ou moins macro ou plus ou moins micro à la transparence? Parce que effectivement, je prends des pincettes parce que vu qu'on est sur des sujets de valeurs / leadership principle / culture, il y a potentiellement de l'idéologie, voire de la politique, ou en tout cas quelque chose de fort de dire bah non, moi je veux pas vivre dans un monde dans lequel contrôle de l'information, knowledge is power, enfin plutôt information is power, etc. Bon, ok, et ça m'intéresse d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui est de ce monde-là. Et après, il y a peut-être des choses
choses qui sont très entre guillemets mesurables, ou en tout cas objectivables, et peut-être plus classiques dans le startup game de développer une boîte, où on peut dire ok, à partir du moment où il y a la transparence, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la confiance entre les personnes, et la confiance, c'est aussi ce qui fait que ça roule bien, et que on garde les gens longtemps parce qu'ils sont contents, et que on les attire plus facilement, etc. Qu'est-ce que tu vois un peu, alors je ne sais pas du tout d'ailleurs si tu as fait des recherches spécifiques là-dessus, ou si ça a été tellement naturel que quelque part maintenant tu te poses plus la question, mais c'est quoi, juste pour qu'on puisse le voir ensemble, ce qu'il y a à gagner à être plus ou moins transparent, parce que tu as raison, c'est un gradient. Je vais essayer de faire le même split que toi entre potentiellement un peu philosophique et plutôt pratico-pratique. Je dirais que, outre ce que je disais sur la confiance, du coup je mettrais plutôt ça de côté philosophique, et effectivement choix people assez personnel aussi. Je dirais le fait de construire du coup une culture qui pour moi est plus positive. Il y a un côté sentiment d'appartenance et d'engagement quand tu sais quand tu sais ce qui se passe dans le reste de la boîte, et quand tu sais comment les décisions sont prises, quand tu as l'impression qu'on te fait confiance avec de l'information. Je pense qu'il y a vraiment des trucs hyper positifs qui peuvent aider là-dessus. Pour moi, ça responsabilise aussi énormément. Quand on est au courant de ce qui est attendu, de la stratégie globale, de ce que fait telle équipe, etc., je pense qu'on est plus à même simplement de prendre des bonnes décisions, concrètement. Si on va plus sur je dirais, pratico-pratique, effectivement, la rétention des talents, elle est hyper importante. Pour moi, ça favorise l'engagement et ça favorise la rétention des talents. Pas mal de gens pour qui c'est devenu un critère, en fait. Honnêtement, pour moi, c'en est un. Je ne pourrais pas bosser dans une boîte où les salaires ne sont pas transparents, par exemple. Parce que pour moi, c'est le reflet de l'état d'esprit des fondateurs et justement de leur idéologie people. Et donc, je considère ça comme un très fort signal. Vraiment, pour être hyper pratique aussi, ça améliore la communication. Juste, ça force à clarifier ses messages, à structurer sa pensée, et ça force à faire les choses bien. Par exemple, on prend souvent les salaires, mais parce que c'est vrai que c'est un truc qui est souvent vu comme un extrême. Oh, mais comment ça, vous publiez vos salaires, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, c'est presque plus important d'être transparent au quotidien quand tu construis la boîte que les salaires. C'est un bon exemple, les salaires. Typiquement, si tu veux avoir tes salaires transparents en interne, tu es obligé de les avoir construits de manière objective, claire, et de pouvoir les expliquer. Et c'est le premier truc que les gens ont envie de cliner quand ils veulent passer à des salaires transparents. C'est ah oui, mais du coup, comment est-ce qu'on justifie qu'un tel est mieux payé qu'un tel? Justement, si tu peux pas le justifier, ça veut dire que ça devrait pas être comme ça. Donc je pense que ça améliore la communication aussi, et ça oblige à faire les choses bien. Et je pense dans les prises de décision aussi, avoir l'information, tu disais, information is power, c'est essentiel. Ouais, il y a un côté, quand notre chambre a des murs en verre, on a un peu mieux envie de la ranger, quoi. Oui. C'est vraiment, de facto, vu qu'on sait qu'on va pouvoir être observé, potentiellement critiqué, ça force à une certaine forme d'organisation, d'excellence, on pourrait dire. Donc, c'est ouais, très, très, très juste ce que tu dis. Vous connaissez un peu l'angle qu'on prend sur ce podcast en essayant d'être plus actionnable possible. Donc, je te propose, Déborah, qu'on passe directement dans le vif du sujet. Peut-être faisons une petite vue d'hélicoptère et regardons un peu la carte. Dans une entreprise, entre guillemets, standard, start-up ou pas d'ailleurs, mais pourquoi pas start-up, concrètement, donc c'est une question en 3D. Première dimension, 2D probablement. Première dimension, c'est qu'est-ce qu'on peut rendre transparent. On a parlé du salaire, mais il y a certainement tout un tas de trucs et des choses auxquelles on ne pense pas. Et 2, jusqu'où va la transparence? Qu'est-ce qui est de la transparence en interne? Tous les membres de Zephyr savent combien gagne Déborah. Qu'est-ce qui est de la transparence tout court? C'est-à-dire, typiquement chez Buffer, je n'ai pas les détails, mais je sais que beaucoup d'infos sont transparentes tout court. C'est-à-dire, tout est au vu et au su de tout le monde. Donc moi, je serais très preneur que tu nous balades un petit peu sur ces deux axes en disant, ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut être transparent. Ça, on n'y pense même pas, mais que par défaut, c'est opaque, mais en fait, c'est opaque et on peut le rendre transparent. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc qui va bien avec la transparence totale. Ça, c'est peut-être un peu hardcore au début, donc la transparence en interne, là, c'est bien. Enfin, très preneur de voir ce que tu peux nous présenter.
C'est intéressant. Effectivement, si on fait un peu un état des lieux, tout peut être transparent. Après, c'est une question de priorisation, on va dire. Je pense qu'il y a quelques éléments clés qui peuvent être transparents parce que c'est un signal assez fort. Pour moi, c'est presque un point de départ. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'humain et à toutes les choses qui peuvent être source d'amélioration de la confiance. Par exemple, les salaires. Que si je sais que en tant qu'entreprise, on me paye d'une manière où c'est explicable et où je suis d'accord avec ça et je pense que c'est juste et qu'en plus de ça, mon énergie elle est rewardée de la même manière qu'un tel qui a les mêmes compétences, etc. Je pense que déjà ça fait un bond assez important. Après, comme Typiquement, si tu le veux bien, je vais te poser la question directement là-dessus et puis on peut le regarder les uns après les autres. Mais sur les salaires, concrètement, donc si c'est le cas chez Zephyr ou si c'était le cas chez Alan, comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une page Notion quelque part dans laquelle il y a les salaires de tout le monde et où globalement on est hyper à l'aise d'expliquer Déborah, elle gagne tant parce que X et elle est capable d'aller chercher l'échelon d'après qui est X plus 2 parce que Y, c'est ça? Exactement. Alors, je peux te faire le tour d'horizon. Donc, chez Buffer, on avait une grille de salaire qui était transparente et des salaires transparents. C'est-à-dire que moi, je savais combien Courtney était payé, combien Charlotte était payée, etc. Mais pas seulement moi, mais le monde entier. Puisque du coup, on avait choisi d'être transparent de manière radicale en interne et aussi en externe. L'externe, ça se fait un peu moins de nos jours. En fait, je connais pas d'autres boîtes que Buffer qui le font. Il y en a sûrement un, mais en tout cas, c'était assez radical. Et finalement, on se pose la question de pourquoi pas, en fait. Oui, à la fin du fin, ça change pas grand-chose en vrai. Exactement. C'est un petit saut dans le vide, mais ça, finalement, est si grave, quoi. En termes de marque employeur, par contre, ça avait changé énormément pour nous à l'époque, puisque du jour où on a publié les salaires en externe, on était passé d'une centaine de candidatures spontanées par mois à plus de 3000 candidatures spontanées par mois. Ça veut dire aussi que vous aviez des salaires qui étaient au bon niveau par rapport au marché. Les salaires étaient intéressants, mais c'est difficile de savoir avec le recul, est-ce que les gens étaient venus parce que les salaires étaient intéressants et que du coup, c'était clean, ils savaient qu'ils pouvaient potentiellement avoir ça, ou est-ce que le côté radical de la transparence et de la confiance qui était accordée était intéressant pour eux. Je pense qu'il y avait souvent le retour, c'était plutôt ça dans les entretiens que moi je faisais par la suite avec les gens qui voulaient nous rejoindre. Ils trouvaient que c'était hyper chouette de savoir qu'ils n'allaient pas se faire rouler, entre guillemets. Donc en termes d'expérience candidat, c'était très chouette. Chez Alan, on avait du coup une grille transparente. Donc la grille, elle, était transparente en interne et en externe, mais les salaires de chacun étaient transparents uniquement en interne. Au niveau du calcul, en fait, c'était assez simple puisque c'était simplement sur une base de niveau d'impact dans la boîte, donc sur une grille qui allait de A à I ou J, qui a sûrement évolué depuis, et ensuite un nombre d'années d'expérience. Donc voilà, il y a pour le coup peu d'équivoques sur la partie expérience. Ce qui était plus compliqué, c'était de savoir exactement sur quel niveau se placer. Et donc là, on avait une grille qui détaillait exactement quel niveau, à quoi il correspondait, pour quelle équipe, et avec des exemples un peu plus concrets sur ce que ça voulait dire. Chez Zephyr, c'est à peu près la même idée. La grille n'est pas construite de la même manière, mais dans l'idée, on a en interne, tout le monde sait ce que tout le monde est payé, fixe ou variable d'ailleurs. Et en externe, on a construit un outil qui nous permet d'offrir beaucoup de visibilité pour les candidats, pour calculer eux-mêmes ce qui serait payé selon justement le rôle, le nombre d'années d'expérience, le temps passé chez Zephyr, la location pour s'ils sont d'une géographie différente, et voilà, selon le rôle. Et alors, tu attires mon attention. Petit disclaimer, ce n'est évidemment aucunement un jugement sur la politique de Zephyr ou d'Alan, c'est de la curiosité. Je comprends que Buffer, il y a une forme de côté all-in radical, comme tu le disais, sur la transparence, donc transparent par défaut. Donc, évidemment, on a une grille de salaire, on la montre à tout le monde. Qu'est-ce que tu as compris de la raison qui fait qu'on a mis une petite frontière entre l'interne et l'externe chez Alan et chez Zephyr? Est-ce qu'il n'y a pas de vraie histoire derrière, on ne s'est juste pas trop posé la question, ou est-ce qu'il y a eu une rationnelle où on s'est dit on va pas le faire parce que X, Y, Z? C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a un truc
culturel peut-être. C'est quand même deux boîtes qui sont les deux nées à Paris. Buffer étant une boîte plutôt internationale et US, etc. Je pense que honnêtement, il y a une espèce de barrière psychologique, je pense, à l'idée de partager les salaires de chaque personne en externe. Et en gros, si Buffer se disait plutôt, pourquoi pas, je pense que ça soit Alan ou Zephyr, l'idée c'est plutôt pour le partage des salaires en externe, peut-être pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce qu'on le ferait et qu'est-ce que ça nous apporterait. Ouais, non, c'est très clair en fait. C'est un débat qui est beaucoup plus grand que Zephyr, Alan, Buffer. C'est culture française dans le rapport à l'argent, culture américaine dans le rapport à l'argent probablement. Parce que effectivement, enfin maintenant que tu me le dis, je peux tout à fait imaginer comment hors contexte connaître le salaire du CEO d'Alan, qui est ce qu'il est et qui a du sens dans la grille interne, peut être mal interprété en disant ah donc c'est beaucoup d'argent, un package machin tout ça, parce que c'est la France qui entre guillemets a un rapport qui est dans ce sens, peut-être. On a un rapport particulier à l'argent en France, effectivement, et peut-être plus un mode par défaut plutôt à la discrétion. Oui, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est transparence des salaires, un gros morceau. Qu'est-ce qu'on transparentise encore? Qu'est-ce qu'on peut transparentiser? On peut tout transparentiser, mais bon, je dirais transparisons la prise de décision. Je pense que ça, c'est un truc du coup qui est assez clé, notamment chez Alan. C'est le fait de prendre des décisions en public. Effectivement, c'est une boîte qui a aussi choisi d'avoir des attitudes assez radicales par rapport à d'autres sujets, typiquement le fait de ne pas avoir de réunion. Bon, ça, c'est débattable. Là, pour le coup, il y a vraiment plein de gens qui n'aiment pas le fait de ne pas avoir de réunion, mais ça a pour impact que du coup, il faut s'écrire, il faut parler, il faut être plutôt en asynchrone dans la prise de décision, ce qui facilite en fait vachement la transparence. Donc, c'est vraiment un truc qui se nourrit de lui-même. Tu es transparent, donc du coup, tu fais à l'écrit, parce que dans une réunion, tu peux pas avoir tout le monde, et en même temps, tu n'aimes pas les réunions, donc du coup, tu fais à l'écrit, et du coup, ça fonctionne parce que ça permet la transparence. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous a pas mal obligés à structurer notre pensée de manière un peu plus claire. Typiquement, quand tu es dans une réunion et que tu parles juste à deux personnes, tu peux être convaincant pour une demi-heure, on va dire, et du coup, vous partez sur un truc. C'est peut-être pas le même type de réflexion qui est nécessaire. Et je pense que c'est une réflexion en fait qui est un peu plus intense, plus long-termiste, plus data-driven, qui est à avoir quand tu es plutôt devant un bout de papier, entre guillemets. Voilà. Et que tu sais qu'en plus ça va être partagé à tous tes collègues. Partagé dans le sens ouvert à, d'ailleurs pas forcément poussé, parce qu'il y a vraiment, pour la transparence, il y a vraiment la réflexion entre guillemets du push versus pull à avoir, qui est hyper importante. Et donc là, on est plutôt sur du pull. Donc si je vais sur tu vois, quelque chose de plus concret, ils utilisent évidemment encore GitHub pour ouvrir des issues. Donc là, pour le coup, en vrai, c'est un choix d'outils, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être Confluence, ça pourrait être Notion. Et du coup, typiquement chez Zephyr, on utilise beaucoup Slack en fait pour ça. On ouvre des channels temporaires et on les ferme au fur et à mesure, mais du coup, à la même manière qu'on ouvre des issues chez Alan. Et l'idée, en fait, c'est juste de se dire, on va structurer cette prise de décision de manière à ce que les gens qui veulent intervenir dans la décision aient tout le contexte. Donc on explique pourquoi est-ce qu'on se pose la question, pourquoi maintenant. On donne tout ce qui est information et contexte que nous on a. Par exemple, si on a travaillé sur le sujet, on pose le sujet et on dit voilà les différentes documentations à lire avant de prendre position, voilà la data, etc. etc. Et ensuite, ma proposition c'est A, B ou C. Et voilà, je pose des questions, je ping un tel et un tel. Il se trouve que je ping ces quelques personnes-là parce que naturellement, je sais qu'elles vont être impliquées ou qu'elles ont envie d'être impliquées. Mais il se trouve que comme c'est un outil qui est public, tout le monde y a accès. Et donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été pingé mais qui veut intervenir, il peut. Et ça se fait très naturellement. Et alors la première question qui me vient là-dessus, désolé je t'embête parce que c'est vraiment les bords en fait de cette partie qui m'intéresse aussi. Est-ce que ça veut dire que si on veut avoir le même fonctionnement au niveau du board, il faut des partenaires au board qui soient dans la même culture en fait? C'est un très bon point. Oui, je pense qu'honnêtement, tout comme
Tout comme il faut être aligné avec l'équipe fondatrice d'une boîte quand tu la rejoins. Je pense que si tu as un board qui est complètement à l'opposé des méthodes de travail que toi tu penses être la source de ton succès ou de ton bon fonctionnement, tout simplement, je pense que c'est compliqué. Donc au moins un buy-in assez fort sur ça. Après, c'est vrai que je considère que le board est un petit peu séparé de la boîte. Souvent, la communication, elle passe quand même pas mal par les founders. Donc, ils utilisent les méthodes qu'ils ont envie ensemble pour prendre des décisions qui sont à l'échelle du board, on va dire. Mais c'est vrai que pour le coup, pour Alan, je pense que c'était très dans l'asynchrone et très dans l'écrit. Donc, ce que je comprends, c'est que la position, entre guillemets, la plus probable, même dans un monde de transparence, c'est un fonctionnement de board qui fonctionne comme il fonctionne, peut-être un peu plus classiquement, et après, les fondateurs, fondatrices qui redescendent l'information à l'écrit à toutes les équipes pour la transparence. En fait, il y a un petit saut de transparence. Peut-être, oui. En fait, je pense que c'est un choix. Je pense que c'est possible parce que justement, tu as une personne qui fait l'intermédiaire entre les deux et qui peut du coup switcher d'une méthode à l'autre. Si tu as vraiment beaucoup de gens qui sont censés interagir avec beaucoup de gens, ça paraît un peu plus compliqué. Mais pour autant, je pense que là, je pense que c'est pas le bon exemple parce que chez Alan, pour le coup, tu vois, les investors email sont publiés sur le blog tous les quarters. Donc finalement, la transparence, elle est quand même appliquée aussi à ce niveau-là. Ce que j'entends aussi, on va pas trop ouvrir la boîte de Pandore là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait regarder, qu'on va regarder, c'est que effectivement, comme tu le disais, c'est infiniment plus simple de rendre public et transparent la prise de décision quand on a une culture de l'écrit, et beaucoup plus dur quand on n'a pas cette culture de la synchrone et de l'écrit. Ah oui, parce que si c'est pratiquement, pas en fait, concrètement, si c'est pas le cas, c'est ça, voilà, tu as raison, c'est juste pratique. Le nombre d'heures que tu peux passer en réunion est limité. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit hyper sain d'y passer trop de temps juste pour écouter. Après, on a parlé rapidement tout à l'heure d'outils comme Loom qui permettent potentiellement un peu un entre-deux, de mélanger l'oral et l'écrit. Pas mal de boîtes aujourd'hui et nous on essaie de faire ça aussi, dès qu'on a une réunion ou un truc qui nous semble être important, voire même parfois, tu vois, on va interviewer quelqu'un pour la user research, etc. Alors, en fait, on va plutôt essayer d'enregistrer la conversation et de la rendre disponible en interne. Ce qui est pour moi un mode de transparence qui nécessite peut-être pas de tout retranscrire tout le temps et de prendre ce temps de structurer à l'écrit. Et qu'est-ce que tu vois d'autre comme zone dans laquelle la transparence est soit étonnante, soit fait de la magie, où on peut se dire ouais, non, ça a un impact très très fort? Je dirais sur les informations financières de la boîte. C'est quelque chose qu'on faisait pas mal chez Buffer notamment. On avait même construit en fait un dashboard. Il y a une page buffer.com/transparency et si tu vas sur cette page-là, en fait, tu vois toutes les choses que Buffer a rendues transparentes. J'y suis allé en préparation de cet épisode. J'adore. Elle est très chouette comme page. Ouais, du coup, il y a des éléments, par exemple, financiers que tu peux traquer un peu en real time. Tu peux voir comment est-ce que la boîte va, c'est quoi son MRR. Enfin, je trouve ça effectivement hyper chouette parce que pareil, tu te dis finalement, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire confiance et se dire que c'est très cool de partager la manière dont la boîte elle vit et comment est-ce qu'elle va financièrement, etc. On avait pas mal partagé aussi tout ce qui était diversité et inclusion. Toutes nos stats sur les surveys qu'on faisait, soit pour les gens en interne qui choisissaient d'y répondre et qu'on comparait avec nos candidatures. Et c'était hyper intéressant aussi. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont inspirées de ces dashboards-là pour construire leur propre système ou pour comprendre comment est-ce qu'on essayait d'avoir plus de diversité dans nos équipes, etc. Alors sur ça, j'ai vraiment plein de questions, des questions naïves, mais parce que c'est un chapitre que je trouve fantastique, parce qu'il ouvre la question de ouvrir l'info versus rendre l'info intelligible. Parce que en fait, moi, une question qu'on m'a beaucoup posée en coaching, pour être tout à fait honnête, c'est justement, notamment dans les périodes de crise, Covid-19, etc., c'est qu'est-ce que je dis aux équipes? À quel point dans un monde où par défaut il n'y a pas de transparence, ou pas particulièrement. Et donc, qu'est-ce que je dis aux équipes? Alors, évidemment, j'ai pas d'avis, je suis coach, je suis pas mentor, mais je peux aider la personne à avancer. Mais par contre,
c'est vrai que typiquement, si on prend le salaire, c'est une information sur laquelle la plupart des adultes sont relativement outillés pour comprendre ce que ça veut dire. Bah, si je sais que Déborah gagne X, que moi je gagne Y, et que machin, et que c'est ma boss et tout, enfin, il y a un truc qui est assez logique et facile à appréhender. Les informations de santé financière d'une boîte, en réalité, c'est très compliqué. Quand on rentre dans les détails, parce que typiquement, rien que pour prendre quelque chose d'assez bas du front entre guillemets, mais la notion de rentabilité pour une startup n'est pas forcément la métrique numéro un. En tout cas, c'est pas la métrique numéro un selon la période. Typiquement, dans une phase de marché haussier, on va peut-être plutôt regarder la croissance que la rentabilité, en partant du principe qu'il sera toujours temps de relever des fonds pour soutenir la croissance, etc. Et donc, on peut retrouver des informations qui, hors de leur contexte, sont quasi impossibles à lire. C'est-à-dire, au-delà du MRR, ARR, donc si vous n'êtes pas familière, Monthly Recurring Revenue, donc le revenu récurrent mensuel pour des modes d'abonnement ou annuel, ok, à la limite, ça c'est des informations de performance commerciale, mais typiquement, le runway, c'est-à-dire en gros, on a de quoi payer les salaires de tout le monde pendant combien de temps. Je connais des boîtes qui se sentent très mal si elles n'ont pas 18 mois de runway, je connais des boîtes qui tournent à 3 mois de runway tout le temps, et ça dépend des founders, ça dépend des actionnaires, et je serais très curieux de savoir comment on rend l'information intelligible pour qu'elle ne soit pas overwhelming ou anxiogène. C'est intéressant parce que souvent, en fait, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on partage et qu'ensuite on rend l'information intelligible, ou est-ce qu'on rend d'abord l'information intelligible et ensuite on la partage? Moi, je suis assez radicale sur le fait de la partager d'abord et ensuite de la rendre intelligible. Tout simplement parce que je pense que ça vient avec l'utilisation. Si tu essayes de rendre toute l'information intelligible tout le temps, tu vas potentiellement rien partager parce que ça prend beaucoup trop de temps et que à chaque fois, si tu dois vraiment tout contextualiser, etc., c'est compliqué. Après, ça peut devenir un réflexe, ce qui est l'idéal. Moi, généralement, tu vois, même juste dans les conversations en Slack, on a une channel de recruiting où il y a du coup tous les sujets recrutement. Peut-être que si je dis à une de mes collègues, on discute avec Sophie, etc., je me dis, en fait, il y a plein de gens qui vont lire la channel et qui savent pas qui c'est Sophie, et ça me plaît pas, tu vois, donc je mets les liens vers le profil, et je me dis que oui, la collègue avec qui je parlais, elle savait de qui je parlais, mais les autres savaient pas, donc je contextualise. Je pense que ça devient une habitude avec le temps, mais je pense que l'information doit être disponible, notamment parce qu'il y a un tri un peu naturel qui se fait. Tout simplement, si tu es pas intéressé par les informations financières de la boîte, tu n'iras pas les voir. Donc nous, on a accès à notre business plan, notre PNL, etc. Mais concrètement, tant que tu n'as pas eu une micro-formation sur comment traiter le fichier, comment le comprendre, tu vas pas aller regarder parce que c'est nul. Oui, c'est la position par défaut, c'est chiant, ouais. Effectivement, c'est pas très intéressant. Je posais plutôt dans les situations de crise, je vais approfondir encore un tout petit peu mon propos, si tu le veux bien, pour qu'on approfondisse. Alors, je vais sortir du bois. Moi, je suis vraiment de l'école de on est entre adultes, et la plupart du temps, les adultes sont capables de comprendre et de prendre des décisions adultes. Enfin, je suis assez contre le fait de protéger qui que ce soit. Vous me voyez pas, mais je fais des R guillemets là pendant que je le fais. Par contre, je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir, entre guillemets, rendre intelligibles certaines informations, des fois, est nécessaire, parce que j'ai eu, je vais évidemment pas les citer, mais j'ai l'histoire, en fait, d'une petite entreprise, donc qui était moins de 50 personnes, dans laquelle il y avait une transparence très forte, et où, dans un moment, entre guillemets, de crise, parce que les gens ont peur, hein, globalement, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça avait dégénéré, et il y avait commencé à avoir des discussions qui étaient un petit peu lunaires, du type, tu vois, si toi, fondatrice, on coupait ton salaire par deux, en fait, on pourrait récupérer de l'info et tout, ce qui était non seulement déjà un peu bizarre, de prendre, entre guillemets, la main là-dessus, il y a presque un côté mutinerie, entre guillemets, mais surtout, et ça c'est surtout ça qui m'intéresse, qui était logiquement faux. C'est-à-dire, c'était un discours qui était simpliste, de la même manière que moi, citoyen français, je regarde le gouvernement en me disant ça serait bien qu'il arrête de dépenser l'argent là pour le mettre là, alors que des fois c'est vrai peut-être, mais souvent c'est complexe en réalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, moi, je pense qu'il peut y avoir un petit délai qui permet de packager l'information correctement et de faire en sorte qu'elle atterrisse bien, surtout sur les sujets sensibles, tu vois.
tu réorganises la boîte. Pendant le travail de réorganisation, tu peux choisir soit de le faire en full public et effectivement potentiellement de faire stresser tout le monde, mais c'est un vrai choix. Je pense que c'est pas déconnant. On l'a déjà fait par le passé chez Alan, c'est comme ça que ça se passerait, je le sais. Et donc, je pense que c'est un choix, ça se fait, quoi. C'est pas... Oui, t'es pas obligé de dire vous inquiétez pas, tout va bien, alors qu'on sait pas. Exactement. Mais pour autant, tu peux aussi décider de faire un truc un peu à tâtons, de toi bosser sur une proposition, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si tu partageais, je partage pas mes notes dans Notion, j'ai ma zone privée où je prends des notes. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas public, tu vois, donc c'est vrai que tu as le droit d'avoir un délai qui te permet de travailler ta proposition pour la rendre de plus en plus correcte, pour discuter avec 2-3 personnes et la challenger, et ensuite tu vas envoyer un message à un groupe pour leur demander leurs idées sur le sujet, et ensuite tu réconcilies tout, et ensuite tu partages et tu dis bah voilà, il y a une réorganisation, on pense qu'on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Tu vois ce que je veux dire, tu peux échelonner l'avancée vers l'annonce ou vers le partage de l'information. Ça, j'y crois fortement. Pour autant, effectivement, je pense que les gens sont largement assez intelligents pour comprendre les choses et surtout pour donner leur avis et améliorer la décision globale, en fait. Parce que je pense qu'on est on a tous été dans la situation où tu bosses sur ton sujet à fond, tu prépares le truc, tu le sors et tu dis bah voilà, c'est ça, c'est la bonne solution. Et en fait, tu as une personne qui était peut-être même pas du tout dans ta zone. Et du coup, c'est intéressant, c'est que du coup, comme tout était partagé, typiquement sur les sujets RH, bah, tu avais plein de gens qui n'étaient pas du tout en RH, qui avaient des avis sur les sujets RH. Tout le monde a des avis sur les sujets RH de toute façon, ça c'est évident. Mais ils étaient souvent très pertinents en fait, parce qu'ils allaient challenger l'angle qui avait été pris pour réfléchir au sujet et dire ah oui, mais est-ce qu'on y a pensé comme ça? Bon, parfois oui, on y avait pensé, et parfois on n'y avait pas pensé. Donc je pense qu'il y a quand même la décision est forcément 100 fois meilleure quand elle n'a pas été prise complètement en silo. Ça, pour moi, c'est une erreur de croire qu'on a la bonne solution du premier coup tout seul. Oui, tout à fait. Et ça, je ne vais pas faire un grand crochet par rapport à ça, mais il y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur la prise de décision, indépendamment de la transparence ou pas, c'est que dans 90% des cas, je ne vais pas dire 99, mais 90 c'est sûr, les désaccords sont liés à l'asymétrie d'information. Parce que la plupart des gens que vous côtoyez sont hyper malins et ont un cerveau qui fonctionne très bien. Et du coup, le fait qu'on ne soit pas d'accord, c'est très probablement lié au fait, par exemple, que Déborah a un profil qui est très horizontal et donc elle sait plein de choses sur plein de sujets sur l'entreprise, et moi j'ai un profil très vertical, donc je pourrais jamais avoir la vision aussi large qu'elle, elle pourra jamais avoir la vision aussi profonde que moi. Mais si on met nos deux datasets, on prendra la même décision, c'est quasiment sûr. Donc c'est effectivement un point important. Avant qu'on passe à un sous-chapitre qui nous intéresse sur le building public, moi j'ai une dernière petite question sur le panoramique quelque part de la transparence. De ton expérience, ça n'engage que toi bien sûr, hein, c'est pas une généralité. Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement transparentisable, on va dire, pour rigoler, et pourquoi, ou qu'est-ce que vous avez essayé, ou pour vous c'était contre-productif? Où sont les bords de la transparence, notamment quand on est sur une base de transparence par défaut? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. Ouais, c'est possible qu'il n'y ait rien, honnêtement. Mais tu vois, typiquement, moi je le prends tel quel. Dans ton expérience, Alan et Zéphyr, moi ce que j'ai compris, c'est on ne rend pas transparent au monde entier la grille de salaire parce que culturellement, l'argent est un sujet peut-être un peu plus intime et discret pour la culture française. Du coup, on ne va pas aller à contre-courant de la culture française. Oui, y a ça, et après, je pense qu'il y a le truc un peu évident de tout ce qui est lié à la performance individuelle, en fait. Et encore, je pense que les gens seraient étonnés de savoir le niveau de partage des sujets de performance individuelle, typiquement dans nos outils qui étaient complètement publics. Donc les performance reviews qui étaient et sont publics, donc aux yeux de tous, tu peux savoir ce qui a été dit sur une personne, sur sa performance, qui peut être choquant, que je trouve très chouette. Pour autant, je pense que ça nécessite d'apprendre à donner du feedback de manière très constructive. Ça nécessite d'apprendre à dire les choses de manière objective, exemplifiée, ne pas être dans le jugement, etc.
Donc ça, pour le coup, ça nécessite en fait pas mal de formation avant d'arriver à ce que cette information-là, elle soit partageable. Donc en gros, je pense que chaque boîte peut se poser la question, est-ce que les personnes en interne sont à même de faire des performance reviews qui vont être montrables en fait? Parce que si elles sont, bon déjà si elles sont trop dures pour être montrées à l'individu concerné, c'est pas ouf, mais souvent c'est voilà, tu peux le montrer à l'individu concerné, ça va peut-être, si c'est une performance euh, qui est pas génial sur le cycle passé, par exemple, la personne est peut-être plus à même de le lire si elle sait qu'il n'y a que elle qui le lit, elle et son manager. Le faire en public, effectivement, c'est un peu plus touchy. Ça, on va dire que ça amène à pas mal de conditions. Ouais, alors ouais, je comprends, c'est super intéressant. C'est où commence, enfin où se termine la transparence, parce que où commence entre guillemets le jardin secret, le privé, la pudeur, de la même manière que peut-être que je suis hyper à l'aise à partager la plupart des choses, mais peut-être pas les lettres d'amour que j'envoie à ma chérie. Enfin, j'en sais rien, parce que y a rien d'incriminant, y a rien de particulier, mais juste ça vous regarde pas, quoi, peut-être. C'est ça. Je pense que c'est ça. Après, je suis assez partagée là-dessus parce que c'est comme pour le feedback, c'est juste une question de est-ce que la personne est à l'aise ou non. Donc je pense que là c'est moins une politique de boîte qu'une préférence individuelle, et qu'en travaillant ensemble on apprend chacun quelle est notre préférence individuelle. Si je prends un exemple, moi qui ai beaucoup été bercé dans la transparence et où le feedback en public me fait absolument pas peur, à partir du moment où il est donné de manière raisonnable, on va dire. Effectivement, très récemment, le CEO de Zephyr m'a fait un feedback en privé en me disant: «Ah oui, ça justement, je pense que c'était peut-être pas une bonne itération sur ce sujet», ou alors: «Ah ben non, je pense qu'il faudrait», c'était même pas vraiment un feedback en fait, c'était plutôt: «Je pense qu'il faudrait pas prendre la direction que tu as proposée». En fait, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on avait une thread où on discutait de ça, les plus, les moins, etc. Et en fait, il a pensé que c'était trop dur pour moi de l'entendre dans la thread, et du coup, me l'a mis à côté. Et je lui ai dit, moi, je veux public dans l'information. Enfin, ça, tu pouvais me le mettre, ça m'aurait pas froissé. Mets-le-moi plutôt dans la thread, parce que sinon, je dois copier-coller et dire, en fait, Rémi a dit que ça, c'était pas dingue. Donc, je pense que c'est une préférence que chacun va avoir, et il faut juste apprendre à se connaître pour la partager. Oui, et où là, effectivement, l'opacité, ou entre guillemets, le fait de faire ça en petit comité, est une manière, dans le doute, de protéger la personne, parce qu'on ne sait pas à quel point la personne a le cuir épais dans le fait de recevoir du feedback en public, ce qui est, je pense, une hypothèse totalement judicieuse à avoir, parce que même si feedback is a gift, en fait, on sait très bien que ça s'apprend à faire du feedback, à recevoir du feedback et à dédramatiser le feedback. Naturellement, on peut tout à fait être un peu brusqué par certains feedbacks. Enfin, ça serait pas déconnant, je pense. Donc, C'est vrai. Après, je pense que c'est marrant que tu compares ça à l'épaisseur du cuir, parce que pour le coup, c'est aussi parfois un peu en se faisant mal avec le feedback public qu'on se rend compte que c'est pas très grave, que c'est pas très important, et qu'on relativise. À force d'avoir oui, bien sûr. feedback privé, le jour où tu as et d'ailleurs ça marche à l'échelle de la boîte. Si tu vois jamais de feedback public entre guillemets négatif ou constructif, le jour où on te le fait à toi, ça semble être la fin du monde. Alors qu'en fait, si tous les jours, tout le monde se dit: ah oui, tiens, au fait, ce truc-là, je pense qu'on pourrait l'améliorer, et que l'honneur de ce sujet-là se sent concerné, et du coup pas vexé, toi, en le lisant, tu te dis: ah ok, en fait, c'est naturel, on peut le faire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le petit sous-chapitre Build in Public sous l'angle le plus actionnable possible? Donc, je vais te faciliter le travail, je l'espère, en présentant un peu les termes pour que on passe directement à l'actionnable et ce que tu as pu faire, voire mis en place, mettre en place et qui marche. Build in Public, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est hyper intéressant? Le Build in Public, comme son nom l'indique, construire en public en français, c'est le fait de construire quelque chose, souvent une boîte, en l'occurrence dans ce qui va nous intéresser, et d'informer un peu tout le monde de ce qui se passe. Donc, il y a plein de variantes de ça. Dans la version actuelle, je vous invite à regarder plusieurs boîtes qui font du Road to 1 million ou Road to 10 million. Je pense à Kudak, qui fait des trucs très très chouettes là-dessus, où l'idée elle est très simple, hein, c'est
l'un des founders qui, toutes les semaines ou tous les mois, va dire bon, on essaye d'atteindre 10 millions de CA, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a compris, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce que j'ai compris en tant que CEO. Donc il y a un côté assez charmant quand c'est bien fait. Moi, je me rappelle très bien, je vais te dire exactement comment je l'ai vécu et ça m'a fait rire. Alors j'espère que ça va pas sonner prétentieux, ce que je veux dire, c'est terrible parce que ça fait le mec qui avait compris alors que c'est juste, je sais pas, je comprenais pas que les gens comprenaient pas. Mais je me souviens très bien de quand Alan s'est lancé. Et je me souviens que quand Alan s'est lancé, il y avait énormément de contenu qui était publié, qui ressemblait pas à du contenu pour attirer les clients. En gros, pour la faire simple, le contenu qui sert à attirer des clients, on voit bien ce que c'est, ça aurait pu être, bon, vous avez envie de changer de mutuelle, voilà les 10 trucs à savoir, voilà la bonne période, voilà machin, hop, t'y vas et tu rentres dans un parcours client. Le truc d'Alan, ça ressemblait pas à ça du tout. Ça ressemblait à voilà, on a mis en place nos valeurs, c'est comme ça. On a sorti un bouquin sur comment on fonctionne en interne. Voilà ce que j'ai compris, moi, Jean-Charles Samuelian, en tant que CEO et tout. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens qui rigolaient au début, alors avant que Alan soit la boîte que tout le monde connaît, qui disaient tiens, mais je sais pas pourquoi ils font ça, c'est des bisounours, comme leur petite peluche, là, ça sert à rien, c'est pas ça qui va rapporter des clients. Et tu me diras si j'ai compris de traviole, mais moi je me suis dit que, au-delà du fait qu'il y avait certainement un truc culturel, que c'est aussi ça qui fait qu'il y a plein de talents qui ont choisi de rejoindre Alan plutôt qu'une boîte qui leur était moins familière, en fait, tout simplement. Donc déjà, je veux bien savoir un peu c'était quoi l'intention derrière ça, quoi. C'est une très bonne question. Je pense que c'est marrant que tu dises qu'il n'y a pas du tout une portée client, parce que il y a quand même Oui, et en plus, c'est une portée client, tu as raison. Ouais. Mais il y a un truc un peu sous-jacent du coup, typiquement. Mais donc Buffer faisait quelque chose de similaire et avec beaucoup de building public pour le coup qui se justifie vachement moins niveau clientèle. Buffer étant une boîte qui fait un outil de gestion des réseaux sociaux qui du coup a plutôt des clients qui sont des marketeurs et des community managers et social media managers, etc. Donc en fait pas forcément des gens qui ont un profil à être intéressés par du contenu à vocation plutôt RH en fait. Alors qu'Alan beaucoup plus. Donc je pense que c'était pas ça l'idée de base. Je pense que c'était vraiment la volonté d'apporter à la communauté, d'expliquer le parcours de création de la boîte. En fait, c'est simplement une volonté de partage et de co-construction dans, tu vois, entre guillemets, la startup nation de cette génération-là, en fait. D'accord, donc juste pour mettre l'accent, ce que tu me dis, c'est qu'à aucun moment vous vous êtes dit ça va être génial, ça va être une stratégie d'inbound de candidats de folie. Vous vous êtes dit non, on monte Alan, on va raconter parce que Buffer et JC et d'autres, quoi. C'est ça. Après, je pense que très rapidement, on s'est rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. D'un point de vue marketing et stratégie de contenu en fait. Mais ça je pense que c'est assez naturel. Mais après, faut aussi se dire pour faire ça, faut avoir des trucs à dire. Je pense que le jeu en vaut pas la chandelle si tu veux pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que l'équipe fondatrice d'Alan se soit dit on va ne pas faire de meeting pour pouvoir écrire, on veut pas de meeting, tu vois. Oui. Et je pense que ça demande une telle énergie d'avoir une culture de boîte aussi particulière que si c'était juste pour ça, ça vaudrait pas le coup, je pense honnêtement. Par contre, effectivement, il y a une portée marketing qui est, je pense, assez importante. Se faire connaître comme une boîte qui amène des bonnes pratiques RH et des pratiques innovantes, ça amène aussi à se dire, ok, en tant que RH qui veut changer de mutuelle, est-ce que je vais aller vers le truc un peu innovant ou le truc moins innovant, ou le truc un peu old school. Je pense que d'un point de vue customer care aussi, il y a un peu cette notion de confiance qu'on a voulu développer. On partage, on est transparent en interne, on est transparent en externe, donc vous pouvez nous faire confiance. On est là pour rendre les choses plus simples. Et en fait, tu le vois dans le produit. Je ne sais pas si tu es client d'Alan, si tu l'as été, mais tu vois dans le produit. Un des premiers trucs qu'Alan a commencé à faire, qui était entre guillemets un peu révolutionnaire, c'était de donner de la clarté sur les tableaux de remboursement.
en fait. Hmm. Quand toi tu lis ton tableau de remboursement de la mutuelle lambda, tu y comprends rien et du coup tu sais pas ce qui est remboursé par remboursé, c'est un peu fait exprès, etc. Et nous, en fait, l'idée c'était, non, on veut pas vous, entre guillemets, la faire à l'envers. On vous explique ce qu'il y a dans le tableau de remboursement, donc on est transparent en externe et aussi en interne. Donc je pense qu'il y avait un côté aussi d'un point de vue identité de boîte et customer care qui était, voilà, on est sur la même longueur d'onde en interne, en externe. Et je dirais sur la partie talent, là aussi, on s'est rapidement rendu compte que c'était un atout en termes d'attractivité, que les stratégies de contenu qui marchaient très bien en marketing devaient aussi très bien marcher en people et en talent, et c'était effectivement le cas. Je prends l'exemple de très rapidement, on a fait parler un de nos ingénieurs qui était américain, qui est toujours américain, qui était une des premières personnes de l'équipe. En fait, il a écrit un article sur pourquoi est-ce qu'il avait rejoint Alan, pourquoi est-ce qu'il était revenu des US, qu'il avait rejoint Alan, etc., son expérience. Et en fait, ça a attiré plein de candidats étrangers qui nous ont rejoints ensuite. Tu vois, parce que voilà, c'est effectivement, oui, si on est honnête, l'idée que des personnes de cultures différentes, qu'on puisse aller chercher des talents un peu partout, ça nous attirait déjà vachement. Et on s'est dit, on a réussi à le faire une fois. Est-ce que le fait d'avoir réussi à le faire une fois, ça peut pas nous aider à le faire 10 fois euh, Et je dirais juste pour finir là-dessus, sur la partie talent, moi je sais qu'au début, quand je contactais énormément de gens pour nous rejoindre, on a fait beaucoup de chasse, on faisait pas du tout d'inbound en fait, on faisait justement beaucoup d'outbound. Ça a aidé énormément parce que dans chaque message de contact que je faisais, je glissais juste la page qui s'appelle How We Work, qui expliquait justement la culture d'Alan. Et potentiellement, on va dire, ça filtrait. Si les gens sont pas intéressés par ce mode de culture, que ça leur plaît pas, ils répondent pas au message. Par contre, s'ils sont hyper attirés par le truc, c'est une vraie accroche qui ne nécessite pas pour moi de passer une demi-heure à expliquer à la personne notre culture. Et alors, très pragmatiquement, alors en version survolée évidemment, parce qu'en détail ça peut être complexe, moi ça me rend très curieux Alors, il y a deux choses que j'aimerais valider avec toi. La première, c'est une fois qu'on a dit qu'on décide de faire du building public, il y a effectivement déjà il y a une décision à prendre, et deux, il faut avoir des trucs à dire, et certainement pas faire des stunts pour avoir des trucs à dire, enfin c'est pas l'idée, hein, on décide de faire du building public et après on y va. Ma question numéro 1, et la deuxième va en découler, c'est est-ce qu'on peut simplifier les choses en disant que la manière de mettre en musique une stratégie de building public, c'est avant tout une stratégie de contenu. Point barre. C'est-à-dire, comme dans les stratégies de contenu, on publie peut-être du blog, du podcast, des bouquins, on fait de la user-generated content, sauf que là, tes users, c'était candidats ou tes collaborateurs, collaboratrices. Est-ce que, entre guillemets, c'est simplifier le trait que de dire ça, ou globalement, on peut se simplifier la vie en disant que c'est ça? Oui, non, je pense qu'on peut se dire que c'est ça. Ouais, dans la mise en musique. Et du coup, la question qui vient immédiatement, est-ce que du coup, on met cette verticale, cette OKR dans les équipes concernées, content, marketing, growth, etc. Ou est-ce que tu copie-colles une équipe contenu interne, et donc toi, tu avais dans ton équipe people, ou tu as encore dans ton équipe people, des gens, on sait le boulot, qui bossent main dans la main avec les équipes marketing ou content? Non, c'est plutôt les personnes qui sont en charge du content et du marketing dans la boîte qui prennent ces sujets. Il n'y avait pas de personnes qui étaient dédiées au contenu, en tout cas à mon époque, sur la partie people ou talent chez Alan. C'était justement la responsabilité de chacun, en fait, de partager des choses quand il pensait que c'était intéressant. Après, c'est marrant que tu parles de mise en musique sur du coup, juste avant, parce qu'effectivement, ça nécessite une mise en musique. Donc, c'est là où les personnes qui sont en charge de la communication seront là pour coordonner, pour pousser. Typiquement, on l'a fait chez Zephyr et c'était aussi le cas chez Alan. Les personnes en charge de la communication ou de la brand étaient les personnes qui rendaient le truc actionnable. C'est-à-dire qu'elles allaient dire un tel, toi, tu as un truc intéressant à raconter, mais tu n'es peut-être pas écrivain. Allez, viens, on prend un ghostwriter, tu donnes tu vois ta version de comment est-ce qu'on fait ça à cette personne-là, et elle écrit un article, tu le revois, on le poste, comme en fait tu ferais avec peut-être une interview externe de quelqu'un. Donc finalement c'est la même mécanique qui se joue là.
D'accord. Et peut-être dernier point de détail là-dessus qui m'intéresse, si c'est mis en musique effectivement par les gens dont c'est le métier, hein, concrètement en interne, donc les équipes content, growth, marketing, etc., social media potentiellement, euh, comment est-ce que on s'assurait quelque part de la bonne correspondance avec la verticale interne People RH? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des réunions éditoriales avec toi ou les fondateurs? Comment on s'assure que de la mise en musique, enfin pardon, de l'intention à la mise en musique, on décroche pas quoi? Je pense que c'est une question d'ownership de ces personnes-là qui sont justement, je pense que comme c'est les gens dont c'est le métier, c'est aussi ceux qui vont avoir une vue vraiment globale de est-ce que au niveau de la stratégie on est bien, est-ce qu'on est au bon rythme, est-ce que ça amène les résultats escomptés, est-ce que le ton qui est utilisé est le même, est le bon, est consistant, etc. Est-ce qu'on se contredit pas? Après, c'est vrai que il y a plusieurs échelons pour faire ça. Je pense qu'on l'a fait d'une certaine manière chez Alan et de manière vraiment très chouette et plus que plein de boîtes. Typiquement, chez Buffer, c'était entre guillemets encore plus poussé parce que pour quasiment chaque sujet qu'on abordait d'un point de vue culture, people, etc., on allait écrire un article au moment où on testait et ensuite, 3 mois après, on allait faire un post-mortem sur est-ce que ça s'était bien passé ou non et on allait expliquer si on avait changé de stratégie et pourquoi. Donc, typiquement, la grille de salaire chez Buffer a changé 7 fois, littéralement, peut-être même plus du coup depuis. À chaque itération, il y a eu un nouvel article. Ça demande un travail de fou, en fait, d'avoir les références de l'article d'avant qui expliquait ça, et ensuite tu mets tout à jour, et ensuite le nouvel article dit oui, dans tel article on avait dit qu'on faisait ça, en fait on a appris ça, etc. Donc ça nécessite beaucoup de taf, en fait, de faire ce suivi sur le long terme de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et en fait, pour moi, c'est la partie qui est la plus intéressante. Ouais, donc C'est ce qui se passe, quoi. Ouais, donc en fait, si je résume, l'exemple de Buffer, je pense, est très parlant. Ce que ça donne, c'est qu'il y a une telle habitude, on revient au chapeau de cet épisode, de transparence, qu'à partir du moment où vous bossez sur une nouvelle mouture de la grille de REM, vous allez la documenter. Oui. Vous allez la documenter pour l'interne et assez automatiquement va y avoir à un moment donné un pont avec les équipes content en disant bon bah on va faire un article dessus, comment tu veux qu'on s'organise quoi. Ouais, exactement. Enfin, ou un article ou autre chose quoi. Après, chez Buffer, c'était tellement clé qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est dédié au contenu sur la partie culture maintenant. Ouais, un journaliste interne. Ouais, c'est ça. Ou une journaliste interne. Mais d'ailleurs, c'est devenu même, tu vois, c'est les newsletters qui parlent de ça. Enfin, tout est vachement tourné autour de ça quand même. Écoute, Déborah, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va choisir de parler pendant 1 heure. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Un grand merci pour tout cela. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve? On veut discuter avec toi et espérer le plus de chances de réponse. Par où on passe? Alors, pour le plus de chances de réponse, du coup, je dirais Twitter. Je précise que LinkedIn, c'est une option aussi avec plaisir, mais pour le coup, c'est très compliqué, je trouve, d'avoir des conversations sur LinkedIn au milieu de toutes les sollicitations commerciales multiples et variées. Donc, je suis vraiment nulle en LinkedIn. Donc, plutôt Twitter, Déborah Ripoll. Ok, c'est bien noté. Est-ce que tu as une ressource, livre, podcast, blog, que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices sur ce sujet ou un autre de ton choix qui te plaît en ce moment? J'aime beaucoup le livre qui s'appelle Making Ideas Happen. Alors, du coup, je vais retrouver qui est l'auteur. Désolée. C'est Scott Belsky. Il n'est pas tout jeune, ce livre, mais il m'a énormément marqué. C'est vraiment, en gros, un bouquin qui est hyper intéressant sur comment est-ce que tu passes d'une idée à quelque chose de plus concret. Et en fait, il y a beaucoup d'humains dans ce livre sur comment avoir le buy-in des gens avec qui tu vas devoir développer ce projet et dont tu auras besoin. Et je trouve que c'est un bouquin qui gagne à être connu. Je l'adore. Ok, c'est bien noté. On met la référence dans les notes de l'épisode. Ensuite, côté tool, RH ou non, c'est quoi les outils que tu aimes bien en ce moment que tu recommanderais? Moi, je suis très fan de Notion. Hein. Ça, je découvre tous les jours toutes les choses que tu peux faire en plus avec Notion. J'adore. Petite pensée pour l'intelligence artificielle embarquée dans Notion récemment, le dernier jouet.
c'est vrai que j'ai même pas encore testé. Donc moi, je joue avec les deux d'un côté et de l'autre. Je joue avec ChatGPT d'un côté et avec Notion de l'autre, mais pas encore les deux ensemble. Alors que je sais qu'on a l'intégration. Il faudrait que je me penche dessus. Mais par contre, je joue aussi pas mal avec Notion connecté à Slack grâce à Zapier. Je suis très dans l'automatisation. Je suis un peu part robot. Donc ces outils-là, c'est des outils, tout ce qui peut nous faire gagner du temps, en fait, je trouve que c'est vraiment très chouette. J'utilise un outil qui s'appelle Text Expander, qui, je pense, est pas seulement un outil de productivité, mais qui est particulièrement utile à tous les rôles. Mais je trouve qu'en RH, par exemple, quand on a en people, quand on a des messages un peu récurrents qu'on veut structurer d'une certaine manière, c'est pas mal. Quand on a des réponses à faire aussi très régulières, hein, en talent, quand j'étais chez Buffer et que je répondais à 3000 candidats par mois, du coup, j'étais bien contente d'avoir Text Expander quand même pour pouvoir construire mes réponses de manière plus efficace. Donc, on a souvent peu de ressources en people. Je trouve que tout ce qui peut nous faire gagner du temps, c'est fort utile. Voilà. Et j'en profite pour c'est un petit point plus presque philosophique. Léo Bernard avait parlé de ça assez justement chez nous. Je pense que c'est pas parce que la fonction people est humaine by design, j'ai envie de dire, et que la personnalisation c'est important et typiquement c'est évidemment utile de sortir de l'archétype un peu moche du RH ou de la RH hyper froid qui envoie péter les candidatures, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait que de l'automatisation peut vous faire gagner un temps fou. On peut mettre de la personnalisation là où il faut la mettre, et l'automatisation, c'est typiquement, effectivement, comme tu disais, Déborah, ce qui vous permet d'écrire un message extrêmement clair une fois et d'être sûr de pouvoir utiliser les bons mots la prochaine fois, par exemple, que vous voulez de dire non à un candidat ou une candidate pour une raison précise. Donc, Oui. faut pas se dire que robot égale gros mots, faut vous dire automatisation égale un outil qui nous permet de faire les choses mieux, quoi. Oui, alors du coup, je reviens sur ta question sur le livre, parce que j'en ai un autre qui s'appelle The Checklist Manifesto, que je recommande très régulièrement. Et alors, je retrouve aussi qui est l'auteur, c'est Atul Gawande, qui est un auteur fantastique aussi. Checklist Manifesto, c'est hyper intéressant parce que justement, tu comprends un peu mieux pourquoi il faut automatiser. Pourquoi est-ce que typiquement, et donc c'est pas un bouquin Startup Nation justement, c'est plutôt un bouquin orienté, ils prennent des exemples dans l'aviation et dans la médecine sur pourquoi est-ce que les checklists sont utiles. Et je pense que le cerveau humain, il faut juste admettre qu'il fonctionne de manière finalement assez maladroite parfois, et donc avoir des choses qui te permettent d'automatiser, c'est juste une bonne manière de ne pas faire des erreurs. Donc c'est tout bête, mais par exemple, tu vois, j'utilise pas mal, j'adore Slack, bon, c'est un outil, c'est évident, mais tu peux aussi très bien utiliser Slack, par exemple, en utilisant les workflows de Slack. Et dans les workflows que j'ai mis en place, il y en a un qui est tout simple, qui est telle personne part. Voilà. Il y a quelqu'un qui on a signé une rupture conventionnelle ou qui démissionne. Je veux le partager à mes équipes pour qu'on actionne tout le process qui induit le départ de cette personne-là. On utilise Luca, donc on a aussi des choses qui sont automatisées à ce niveau-là, mais pour faire passer l'information que les gens ont besoin d'avoir, pour éviter d'avoir des conversations, des meetings, des machins, etc., et d'oublier finalement la moitié de ce que je suis censée dire. J'ai juste un workflow avec la checklist, un formulaire que je remplis mon propre formulaire pour dire à mon équipe qui est-ce qui part et quand, quelles sont les conditions, etc., etc. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire ça sans être stressé, sans avoir cette charge mentale et mon cerveau qui est obligé de bouillonner, peu importe l'heure à laquelle je le fais. Je le fais à 9h, je le fais à 22h, il y a toujours la même info qui va sortir de ce formulaire. Tu prêches un archi convaincu hein, là-dessus. Enfin, tu connais notre tradition, on aime beaucoup cette tradition, la tradition de praise ou la tradition de passage de flambeau, ça dépend comment on voit les choses. Mais qui est-ce que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast The Human Factor, sous-texte, qui est un ou une RH de start-up qui t'impressionne beaucoup, dont tu as envie publiquement de chanter les louanges et de passer le micro pour un prochain épisode, évidemment? Alors, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a trop. Évidemment, on va dire
Alan Mafia n'est jamais bien loin et honnêtement, je pense que quelqu'un où vous seriez hyper intéressé de l'entendre parler, c'est Maxime Lebras qui est du coup Head of Talent chez Alan aujourd'hui, qui est quelqu'un de très chouette et hyper smart avec lequel j'ai eu l'occasion de faire des workshops et à chaque fois c'est hyper intéressant. Et donc ça serait mon numéro 1, mais si tu me laisses en nommer une numéro 2 pour la mentionner, parce que c'est à elle que j'avais pensé directement, mais du coup tu m'as dit qu'elle était déjà en lice, sans spoiler. Du coup c'est Marianne Urmes de Too Good To Go, qui est vraiment très chouette. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, je la connais pas hyper bien, mais je sais que son expérience en tant que RH, que People Lead, je l'ai trouvée passionnante, donc je pense qu'elle serait très chouette et je trouve que voilà, ça tombe bien. Et oui, petit teasing pour futur épisode. Marianne de Too Good To Go est en train de préparer l'épisode. Il n'a pas été enregistré, mais il va être enregistré bientôt. Je ne peux pas encore vous dire sur quoi c'est parce que je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais ça va être très très bien et je te rejoins. Je trouve Marianne très impressionnante également. Maxime, je ne le connais pas, mais en tout cas, Maxime, Déborah te laisse le casque et le micro. Tu n'as qu'à le prendre et tu es le bienvenu sur le podcast du Human Factor. Bien évidemment. Écoute, Déborah, c'était un plaisir, moi, d'échanger avec toi pendant cet épisode pour parler de transparence, de building public et d'être très transparente pour le coup sur tout ce que tu as fait dans tes différentes aventures et dans l'aventure actuelle. Moi, il ne me reste plus qu'à te remercier encore beaucoup pour ton temps et te dire à la prochaine. Tu seras toujours la bienvenue pour un futur épisode. Et puis d'ici là, je te dis à bientôt. Cool. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et